Alors bonjour à toutes et à toutes, désolée pour le retard, on a eu un petit, souci de connexion. Merci de nous avoir rejoints donc pour cette, ce dernier webinaire qui vient clôturer, la semaine des associations. Je me présente, je suis madame Renaud Turuti, je travaille à la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et je suis déléguée territoriale à la vie associative. Ce matin, je vais vous présenter, le fonds de développement à la vie associative, qui est un fonds que nous mettons en place depuis désormais, comment? Depuis, 2018 maintenant, voilà, et qui permet d'avoir un financement autour du fonctionnement, du financement global de votre association, ou alors autour de tout ce qui est projet innovant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous avez bien le fond pour le développement, la première slide? Oui, c'est bon? Euh, Parce que je ne vois pas ce que je partage à l'écran. Donc, tout d'abord, vous indiquez qui sont les cibles. C'est avant tout la nécessité d'avoir son siège en Martinique, d'être régi par la loi 1901, de répondre bien évidemment aux 4 critères du tronc commun d'agrément qui sont d'avoir une association d'objets à objet d'intérêt général. Donc en général, ça, c'est pas ce qui pose le plus de soucis. Ensuite, d'avoir un mode de gouvernance démocratique. Ça signifie pour nous, et ça, on est quand même très à cheval là-dessus, que comme on est représentant de la vie associative sur ce territoire, il est hors de question pour nous de financer une association qui n'aurait pas mis à jour, qui ne tiendrait pas ses assemblées générales, qui ne serait pas dans une gouvernance démocratique avec ses adhérents. C'est pourquoi on demande d'avoir non seulement le rapport d'activité, mais on peut aussi vous questionner sur la date de votre dernière assemblée générale, puisque l'objectif pour nous, c'est bien d'avoir des rapports d'activité et des comptes qui sont approuvés par l'assemblée générale, qui, je le rappelle, est le seul organe réellement décisionnaire dans une association, le bureau ou le CA n'étant en réalité que des organes entre guillemets exécutifs. Donc, respecter aussi la règle de transparence financière, donc ça répond à ce que je viens de dire, hein. Il faut que les comptes soient transparents pour l'ensemble des personnes, que ce soit sur ce qui a été dépensé ou ce qui sera engagé et prévu pour l'année suivante. S'engager également sur le contrat d'engagement républicain, ça c'est une nouveauté depuis début 2021, début 2022, où l'idée c'est que les associations doivent respecter les règles de laïcité et de république en respectant la liberté de conscience, en respectant plusieurs critères. Il y en a 7 au total. Nous vous rappelons aussi, parce que ça c'est quelque chose qui nous soucie régulièrement, d'avoir un numéro de SIRET qui est à jour. C'est-à-dire qu'il faut que vos adresses qui sont sur le registre national des associations, donc quand vous avez mis à jour, par exemple, au greffe des associations, n'oubliez pas non plus de mettre à jour auprès de l'INSEE, puisqu'il faut que tous vos numéros soient bien les mêmes, sinon on a des soucis lorsque l'on passe au paiement. Si vous êtes employeur, on vérifie également que vous avez bien été, vous êtes à jour de vos cotisations OPCO auprès de votre organisme paritaire collecteur et auprès de l'URSSAF. Le contrat d'engagement républicain, j'y faisais allusion tout à l'heure, donc il répond à 7 engagements. La souscription se fait sous la forme d'une coche à cocher dans le CERFA 06, hein, faites bien attention. Alors nous, ce ne sera pas compliqué puisque comme c'est sur une plateforme numérique, c'est forcément à jour. Mais quand vous utilisez un CERFA papier, faites bien attention d'utiliser le numéro 06 parce qu'il y a du coup cette coche qui permet de souscrire
au contrat d'engagement républicain. Ce contrat répond à ces 7 critères: la liberté de conscience, la liberté des membres, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la haine et de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine, le respect des lois, de la légalité et de l'ordre public et le respect des symboles de la République. Ce n'est pas juste une case à cocher, ça va bien au-delà, puisque si à un moment donné, ces éléments-là n'étaient pas respectés, on est tout à fait en droit, tous les financeurs qui sont présents peuvent être en droit de vous faire une demande de reversement de subvention. Donc faites attention, ça doit être connu au sein de votre association. Tous ces éléments-là doivent être connus de vos membres. Les associations qui ne sont pas éligibles à l'appel à projet FDVA, ce sont les associations n'ayant pas leur siège en Martinique, les associations qui défendent ou représentent un secteur professionnel, les associations assurant le financement de partis politiques, les associations cultuelles, les associations transparentes ou para-administratives et les associations qui défendent les biens d'un cercle commun restreint. Donc là-dessus, ce ne sont pas des associations éligibles. Et nous sommes bien exclusivement sur le fait associatif. Notre objectif étant même de plutôt financer des petites associations, ce fonds étant dédié essentiellement aux petites associations. Ce qu'on entend par petites associations, ce sont des associations qui ont moins de 2 emplois. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à répondre, à demander, poser des questions, à lever la main. Alors, on continue. S'il n'y a pas de questionnement, ce fonds, il est articulé autour de 2 axes, comme je vous le disais, ou du financement global, fonctionnement globalement, ou de la mise en œuvre d'actions innovantes. Sur l'axe 1, financement global, c'est un financement qui peut être apporté au fonctionnement global d'une association, mais on fera toujours attention au fait que ce financement soit en cohérence et en lien direct avec votre objet associatif. Ces subventions ne sont pas des subventions d'investissement lourds. Elles peuvent y contribuer, mais elles ne doivent pas se limiter uniquement à l'acquisition de biens amortissables. Elles doivent s'inscrire dans un projet plus global. Ce fonds n'est évidemment pas destiné à participer à l'équilibre de trésorerie de l'association qui connaîtrait des difficultés. On est bien là sur un financement qui permet de faire fonctionner l'association d'une manière générale sur ses activités. La demande doit bien entendu du coup faire apparaître malgré tout un besoin réel. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on sache à quoi cet argent va être destiné au cours de l'année. Oui, des micros ouverts. Par contre, faites attention, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est sur du financement global que pour autant, d'année en année, on doit retrouver exactement le copier-coller d'une année sur l'autre. Non, votre besoin doit être justifié pour la demande de l'année en cours. Ça veut dire qu'on peut déposer une année, chaque année, cette demande sur du financement global, mais votre demande n'est pas priorisée d'année en année et elle pourrait être dégressive en fonction aussi du nombre d'associations qui viennent émarger de plus en plus maintenant à ce fonds. Le montant maximal, là je vous parle des critères de 2023. Donc pour 2024, nous n'avons pas encore établi les critères. Néanmoins, depuis plusieurs années, nous sommes sur un montant maximal de 3 500 € sur cet axe de financement global. Il est inutile, je le précise tout de suite, de présenter un projet innovant qui n'en est pas un réellement en se disant « ça va passer ». Non, on s'autorise à, de toute façon, requalifier automatiquement, nous, les demandes qui ne seraient pas réellement des projets innovants au sens où nous, on l'entend au niveau de la commission. On a quelques critères de priorisation. Comme je vous le disais, c'est un fonds qui d'abord s'adresse aux petites associations, donc qui sont définies comme employant 2 salariés ou plus en équivalent temps plein. Notre volonté est aussi d'essayer de s'adresser à des actions qui sont dirigées vers les jeunes ou portées par des jeunes.
Des actions qui seraient sur la dynamique associative sur le Nord Martinique ont aussi une petite priorisation du fait de la difficulté qu'on a aussi à avoir une dynamique associative sur le Nord territoire, même si les choses commencent à s'équilibrer. Sur les associations qui auraient une action de dynamique aussi dans le cadre de quartiers prioritaires ou bien dans des petites communes rurales, c'est également quelque chose je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon c'est compliqué, ça perturbe l'écoute des autres. Donc, Mais je t'entends pas. oui, monsieur Adam, je crois que c'est vous. Oui, j'entends, je sais pas, je n'avais pas le micro devant la bouche. Mais comme j'ai eu le Si tu peux téléphone, je couper son n'entends pas micro, s'il te ouvrir plaît. ouais, parce que je me suis connecté. J'arrivais à deux postes là. J'ai ouvert l'outil, il a accepté deux personnes. Je me suis demandé est-ce que tu as un souci, ce n'est pas la connexion qui est trouvée. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de Dans ton couper le téléphone. micro parce que là, ça perturbe le reste du webinaire. Merci de couper vos micros. Il y en a qui ne savent pas qu'il faut couper les micros. Coupez vos micros. Merci. Parce que là, je ne sais pas qui parle, mais on n'entend que vous et on ne m'entend plus. Ça a l'air de s'être calmé. Donc, je reprends. Effectivement, sur les associations qui mettent en place une dynamique sur des petites communes ou bien sur des territoires prioritaires, c'est aussi quelque chose qui est priorisé. Et enfin, des associations qui mettraient en place des actions qui favorisent la mixité sociale et qui accompagnent aussi la dynamique de certaines personnes qui seraient en situation de fragilité. Est-ce qu'il y a des questions sur cet axe-là? Vous voyez qu'il est quand même assez ouvert. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de faire marche arrière. Précédent. Est-ce qu'il y a des questions sur cet axe? Pas de questions particulières? Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez accessible. Le tout, c'est vraiment que votre association soit bien à jour aussi de son assemblée générale, de ses éléments de gouvernance démocratique, de transparence financière, et que l'on puisse également avoir quand même une idée de ce à quoi l'argent que vous demandez sera attribué. S'il n'y a pas de questions, je continue sur l'axe 2. Donc lui qui va être un axe autour de projets innovants, d'actions innovantes. Et ces actions-là, elles sont de deux ordres. Soit c'est quelque chose qui va… Excuse-moi, Oui, tu as une question dans la discussion. d'accord. Donc, Madame Brûlé qui demande si ce sont uniquement les assos qui peuvent émarger et pas les structures publiques. C'est bien que les associations. C'est vraiment un fonds spécifique qui s'adresse aux associations. On est vraiment sur un fonds de développement à la vie associative, donc uniquement les associations. Effectivement. Sur l'axe 2, on est sur la volonté de vouloir donner un petit coup de pouce sur les projets associatifs ou interassociatifs qui vont répondre à des besoins peu ou pas couverts du territoire. Ça peut être des éléments qui vont répondre à la création ou l'adaptation de services ou d'activités qui sont peu présentes sur un territoire. Ça va être une réponse à des besoins peu ou non couverts en termes d'innovation sociale, économique ou environnementale, sociétale, et qui vont du coup impacter la dynamique du territoire. Ça peut être aussi, un autre axe d'entrée, ça peut être aussi des actions qui vont viser à accompagner et structurer le développement des associations du territoire, en participant à de la mutualisation de lieux, de moyens, de ressources, en étant une offre d'appui à des associations en proximité, un travail de coopération entre acteurs, avec par exemple une plateforme de partage, des échanges de pratiques. Ça peut être des actions qui vont favoriser de manière générale l'engagement, l'implication citoyenne des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, pas que des jeunes, de toutes et tous,
Donc voilà, ça peut être effectivement s'adresser à des mineurs ou des jeunes, ça peut être aussi des actions qui vont accompagner le renouvellement du bénévolat et des instances, ou qui vont être innovantes au niveau du la mode de gouvernance, ou qui vont être des actions qui vont permettre la valorisation du bénévolat. Voilà, donc les 2 axes d'entrée, où ce sont vraiment des projets non couverts sur le territoire, ou ce sont des actions qui vont favoriser la dynamique associative d'une manière générale. Dans tous les cas, que ce soit sur l'une ou l'autre entrée, les projets innovants doivent forcément s'appuyer sur des éléments diagnostiques. On doit partir d'un état des lieux, expliquer le contexte, son intérêt et la transformation qui est attendue. Les projets innovants doivent aussi nous faire connaître leur méthode d'action, la zone d'action, les moyens humains et financiers, le partenariat possible, les calendriers de mise en œuvre. On doit avoir également des objectifs mesurables et qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, sur du court, moyen ou long terme, et des indicateurs d'évaluation qui vont être mis en place tout au long de l'année. Donc vraiment, quand vous souhaitez demander du projet innovant, on est vraiment sur une méthodologie spécifique et particulière. Par définition, comme on est sur du projet innovant, les projets ne sont éligibles qu'une seule année. C'est vraiment un coup de pouce, un effet levier que l'on donne à quelque chose qui va être porté pour démarrer. Les actions qui ne seront pas éligibles au titre du FDVA, ça va être les actions de formation et d'études, puisqu'on a un autre fonds qui s'appelle le FDVA Formation des bénévoles qui existe, on en a parlé hier soir. Les projets de création d'associations en tant que tels ne sont pas éligibles. Les projets d'études diagnostiques de colloques et les subventions d'investissement, au sens où on ne peut pas se limiter uniquement à l'acquisition de biens amortissables. Un petit récapitulatif sur le montant de l'enveloppe 2023, il était de 350 000 €, si j'arrondis. Et c'est un montant qui s'adresse à l'ensemble des associations du territoire. Ce n'est pas parce que ce sont les services jeunesse et sport que nous nous adressons uniquement aux associations de jeunesse ou de sport. Je suis déléguée territoriale à la vie associative pour accompagner la montée en compétences, le fonctionnement et la gouvernance de l'ensemble des associations, quelle que soit leur thématique et leur champ d'intervention. Donc ce fonds s'adresse à toutes les associations, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sur les travails de mémoire et de citoyenneté, qu'elles soient sur l'humanitaire, qu'elles soient sur le social. Voilà, on s'adresse à toutes les associations. Pour les projets dits de fonctionnement, on sera sur une enveloppe comprise entre, enfin, on a été, pardon, en 2023, sur une enveloppe comprise entre 500 et 3 500 €, et pour les projets innovants, entre 1 500 et 10 000 €. Notre petite originalité également, au-delà de l'aspect de financement du fonctionnement, c'est également de donner un coup de pouce qui peut monter jusqu'à 2 000 € pour des nouvelles associations. C'est-à-dire que même si vous avez moins d'1 an que vous vous êtes créé, donc pour commencer à fonctionner, on va vous donner également là un petit coup de pouce qui peut aller jusqu'à 2 000 €. Par contre, on est bien à une seule demande par association. Donc c'est soit vous faites du financement global, soit vous faites du projet innovant. Et quand vous faites du projet innovant, c'est un projet. C'est pas 3, 4, 5 projets. C'est un projet qu'on va financer. Donc c'est bien une seule demande par association sur l'un ou l'autre des axes. Et à l'intérieur de chaque axe, on va vous demander de déposer un seul projet. C'est clair pour tout le monde? Bien évidemment, comme, je veux dire comme tous les financeurs presque, mais, il est bon toujours de le rappeler, un dossier trop succinct peut être rejeté. Parce que si vous nous mettez juste 3 lignes, notamment sur, le financement global, certaines associations se disent que c'est un droit acquis par avance puisque c'est du fonctionnement. Non,
Mais non, on vous demande quand même d'avoir un dossier qui soit construit, établi, et qui nous permette, nous, d'apprécier le bien-fondé, de la demande de subvention que vous faites. La demande doit être cohérente avec le projet et non surévaluée au niveau budgétaire. Et il vaut mieux être, juste dans vos budgets en se disant: «J'ai un besoin réel de 1 500 € et on sera plus favorable à vous donner 1 500 € que de dire: "J'ai besoin de 3 000", alors que quand nous, on va lire le dossier, on va avoir un doute en se disant: «Ça vaut pas 3 000 € de demande». Donc soyez juste à ce niveau-là, votre demande doit être cohérente avec votre projet. Un équilibre financier sera toujours demandé et requis et de ce fait, les cofinancements aussi sont à rechercher. Soyez transparent, cohérent, parce que vous allez voir comment dire? La composition de la commission, vous passerez pas au travers des mailles. C'est-à-dire qu'on est suffisamment de cofinanceurs autour de la table pour savoir quelle demande vous avez fait auprès de quel autre financeur. Donc soyez transparent aussi dans vos budgets sur, à qui vous avez demandé. De toute manière, je vous rappelle que le principe global, normalement, c'est: j'ai en fin d'année un projet de développement pour mon année N+1. Je sais quelle action je vais porter, je fais un CERFA par action et dans ce CERFA, j'intègre tous mes financeurs potentiels par rapport au projet. Et à partir de là, après, je vais les déposer sur les différentes ou plateformes ou auprès de n'importe quel financeur. Après, des fois, il peut y avoir des opportunités qui s'ouvrent au fil de l'année. Dans ces cas-là, vous revoyez vos budgets. Mais en attendant, votre CERFA du départ doit être cohérent au niveau de ses cofinanceurs entre si vous avez un projet, à caractère, de santé, par exemple, bah, effectivement, vous pouvez demander à l'ARS, vous allez peut-être demander, si ça touche aussi les seniors, à la CGSS, vous allez peut-être demander à l'EPCI parce que vous êtes sur, par exemple, l'Espace Sud. Vous allez demander par exemple également à la Drages parce que ça concerne le FDVA et que vous voulez avoir un mode de financement global. Voilà, donc soyez cohérents au niveau de vos cofinanceurs. Il y a une main qui s'est levée, baissée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une Oui, question? c'est moi. Oui. C'était juste pour apporter un complément par rapport à ce que tu disais, enfin, en tous les cas, donner un témoignage. Dans le cadre effectivement de vos demandes, à partir du moment où vous recevez une notification d'un financeur par rapport à votre budget, ce qui est intéressant, le fait d'informer les autres financeurs du fait que vous ayez eu du financement déjà par rapport au projet, mais que le budget que vous avez présenté euh, comment dire, n'est pas assuré par cette notification. euh, les financeurs verront d'un bon œil que bon, ben, il y a quelqu'un qui vous fait confiance, qui pense que ce projet a du sens pour le territoire sur lequel vous vous positionnez. Je sais pas, par exemple, j'ai fait un projet sur le territoire Nord-Caraïbe, j'ai sollicité la DRAGES, la CTM, euh, l'ARS et autres, et puis donc la DRAGES me répond favorablement, mais c'est pas suffisant par rapport au budget que j'ai imaginé pour mon territoire. Donc, du coup, ben, je partage cette information donc auprès de la CTM, la RS et autres en leur disant, voilà, j'ai un financeur qui me fait confiance et donc j'ai besoin de compléments pour pouvoir mener à bien mon projet. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important de ne pas avoir peur, hein, et de ne pas hésiter à transmettre cette notification. Alors effectivement, je vous dis, les cofinanceurs, aujourd'hui sont sur des conférences de financeurs, hein, donc c'est pareil, on essaye d'être cohérent quand on pousse sur un projet, de s'assurer que les autres financeurs aussi vont aller dans le même sens. Donc aujourd'hui, les financeurs, partagent les informations entre eux. Dans les aides publiques, incluant la demande, il ne faudra pas dépasser 80 % du coût total de l'action. Donc ça veut dire que le reste à charge, hein, doit provenir de vos fonds propres de financement externe, autres que ceux de l'État. Donc n'oubliez pas dans ces cas-là, peut-être quand on dit autre que l'État, hein, ça peut être la CAF, ça peut être la CTM, ça peut être un EPCI, ça peut être une commune.
Souvent, on oublie aussi, on a tendance à oublier, et on en a, nous, échangé avec les élus, aussi pendant cette semaine, de réfléchir à la contribution en nature. C'est-à-dire que peut-être que votre association a la possibilité n'est peut-être pas aidée directement par la commune avec une subvention. Par contre, si elle vous met à disposition un local, ce local, il n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui le paye, notamment la commune. Et vous n'avez peut-être pas de frais, vous, de loyer à payer, mais par contre, ces frais-là, ils sont valorisables. C'est-à-dire qu'il faut demander dans ces cas-là à la commune si vous aviez à payer un loyer, de combien il serait. Et cette aide-là, c'est une aide aussi en nature qui vous est fournie par la commune. Et vous pouvez la faire apparaître, du coup, en cofinancement. En fait, comme ce n'est pas de numérique, ils ont tendance à oublier que ça a quand même une valeur. Oui, mais ça a une valeur, ça reste une valeur. Donc il faut pas l'oublier. De la même manière que, vous avez sur une manifestation, par exemple, c'est pareil, hein, le fait de vous mettre à disposition des chapiteaux, des barrières Vauban, du personnel, de la commune pour monter, tout ça, bah, ça a aussi une valorisation qui a un coût. Et ce coût-là, il faut parfois le connaître pour le mettre dans la ligne budgétaire de la commune en termes de soutien. Et c'est traductible en euros. Vous avez les différents diaporamas vous seront envoyés, hein, quand vous vous êtes inscrit. Et vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin sur la valorisation. Je vous ai mis le lien. Le calendrier de lancement de tout cela, ça se fera courant janvier. Donc, on a d'abord une commission qui va valider les demandes, puisque l'année prochaine, on aura peut-être la chance d'avoir une enveloppe un peu plus importante encore. Il y aura 2 mois d'ouverture de l'appel à projet. Ça, c'est demandé par les textes. Il y aura 8 semaines d'ouverture. Tout dossier qui arrivera hors délai ou incomplet ne sera pas examiné. En instruction, je suis la seule à faire l'instruction des dossiers, d'un point de vue, administratif, hein, je parle sur tout ce qui est, statut, gouvernance et autres. Je suis appuyée par ma collègue également gestionnaire. Néanmoins, on n'est pas très nombreux au niveau des ressources humaines. Donc vous comprenez bien que jusqu'alors, on a fait beaucoup d'efforts à courir après les associations pour essayer d'avoir le complément des pièces qui manquaient ou autres. Mais avec la montée exponentielle de dossiers vers laquelle on va, on a 50% de dossiers, par exemple, supplémentaires cette année, on ne va pas pouvoir le faire. Cet accompagnement individualisé qu'on a pu tenir jusqu'alors, on va être un peu en difficulté de ressources humaines pour le maintenir. Donc, faites en sorte que vos dossiers soient bien, bien carrés du départ et vous aurez plus de chances d'être soutenus. Je vous disais tout à l'heure que la commission elle est très large. On a une commission avec un collège des représentants de l'État. Donc les représentants de l'État sont autour de la table. Et de toute façon, quand le dossier est thématique, je pense par exemple à un dossier sur la culture ou sur l'ESS, je fais appel au correspondant culture ou ESS associatif dans chaque service d'État pour lui demander un avis sur le dossier. Le deuxième collège, c'est celui des collectivités publiques, avec la représentation de la CTM et de l'Association des maires de Martinique. Le troisième collège, c'est celui des institutions, avec la CAF, la CGSS et la Caisse des dépôts et consignations. Le quatrième collège, c'est celui des personnalités qualifiées, c'est-à-dire qu'on a aussi des représentants d'associations, on a aussi un OPCO, on a aussi les EPCI qui sont représentés en tant qu'experts qualifiés, qui peuvent donner un avis aussi sur le dossier. Et on a aussi le collège des parlementaires qui vient d'être rajouté depuis l'année dernière, avec la présence des députés et sénateurs aussi sur la commission. Donc vous voyez que c'est une commission quand même très large, et que du coup, si votre dossier il a été déposé ailleurs, on a forcément à un moment donné l'information.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, je continue. Vous indiquez que le dépôt des dossiers, pour nous, se fait par le biais d'une plateforme qui s'appelle le Compte Asso, et qu'il faut du coup que vous ayez créé votre compte préalablement à la demande de subvention. Donc pour ce faire, vous vous munissez de votre numéro RNA, votre numéro SIRET, vous allez sur le compte association, vous avez des tutoriels pour vous aider à créer votre compte. Et ensuite, quand l'appel à projet est ouvert, vous pourrez aller sur le code 668 pour faire votre demande. Vous saisissez, il y a 5 étapes qui sont en fait les étapes qui reprennent le CERFA. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est exactement la même chose que le CERFA. On va vous demander notamment, alors vous avez une première, vous allez sélectionner la subvention, ensuite vous allez rajouter les pièces également qui vous sont demandées, et dans la 4e phase, vous allez décrire votre projet qui va reprendre les éléments que vous connaissez du CERFA. Et ensuite, vous allez transférer le dossier à l'instructeur. Votre dossier CERFA, à la fin de votre démarche, il vous est généré automatiquement. Ça veut dire que vous avez la possibilité aussi, une fois, quand je vous disais tout à l'heure que si vous êtes cohérent dans votre demande, vous faites d'abord votre demande sur le compte Asso en mettant bien l'ensemble des cofinanceurs que vous souhaitez mettre en place. Et une fois que vous avez fini, il va vous générer automatiquement votre CERFA en numérique. Et ce CERFA, rien ne vous empêche après de le réexploiter pour l'envoyer auprès d'autres financeurs. Ça vous fait une seule démarche et vous pouvez du coup l'envoyer peut-être auprès de la commune, de l'EPCI, de l'ARS ou d'autres demandeurs. C'est cet avantage-là, puisqu'il est automatiquement généré. Je vous rappelle également que votre RIB doit être au nom de l'adresse et parfaitement conforme à votre SIRET. On a encore eu cette année des refus. Vous savez, nous, ça rentre dans un circuit. Hein. Nous, on instruit, on valide. Après, c'est pour le paiement envoyé auprès de la préfecture qui valide et qui l'envoie au payeur qui est le service des impôts. Si, à un moment donné, nous, la procédure, elle est enclenchée, au niveau du service des impôts, si par exemple votre RIB n'est plus le bon, parce que entre la demande, par exemple, et la mise en paiement, vous avez changé de RIB mais que vous ne nous avez pas prévenu, bah, la demande, elle est rejetée et on repart à zéro. Donc on a perdu du temps et vous, pour avoir la subvention et nous, pour avoir la démarche à refaire. Donc attention à ces RIB. Si vous changez de RIB, prévenez vos financeurs, quels qu'ils soient, parce que cette année, ça a été une année exceptionnelle. Tout le monde a changé ses RIB et on s'est retrouvé avec des situations assez complexes. N'oubliez pas également que vous avez que si ce n'est pas le représentant légal de l'association qui dépose le dossier, il doit avoir donné un pouvoir au signataire et que ce pouvoir doit être donné et téléchargé comme pièce complémentaire. N'oubliez pas ce que je vous disais, les comptes de résultats, les bilans, les comptes financiers doivent être approuvés en assemblée générale, comme le rapport d'activité. Le compte-rendu, ensuite, d'évaluation sera également possible en ligne l'année d'après. Lorsque vous allez revenir sur votre demande, vous allez voir compte-rendu financier à faire. Alors, il y a une question. Il y a une question. Sur le CERFA, concernant la mise à disposition de locaux, on a dit bien le montant contribution volontaire compte 8. Tout dépend. Oui, ça peut être à ce niveau-là. Mais après, si vous avez un document officiel de la commune vous indiquant aussi que ça a une valeur numéraire, vous pouvez aussi la mettre en aide directe comme étant un cofinanceur communal. Mais effectivement, la démarche première, c'est plutôt de le mettre en contribution volontaire, en compte 8. Mais les contributions volontaires, il faut aussi qu'elles apparaissent du coup dans votre comptabilité. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'on laisse aussi la possibilité de dire que vous avez un apport direct par la commune en charge directe dans le dossier.
De la même manière qu'ils mettent aussi concernant les aides liées au contrat aidé, Oui, voilà. les aides liées au service civique, ce sont des aides effectivement qu'il faut penser à mettre dans la ligne. Pour les associations employeurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on vérifie aussi votre attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF ou un plan d'échelonnement s'il est négocié. Et puis, on vérifie également que vous êtes bien à jour de votre contribution à la formation professionnelle. Alors, s'il s'agit d'une première demande ou en cas de changement, joindre les statuts ou la liste des personnes, ce n'est plus une obligation puisque nous, en fait, la plateforme fait une requête automatisée auprès du greffe des associations. Donc, par contre, il faut que vous soyez à jour. Si vos statuts ont été modifiés, que vous ne l'avez pas envoyé au greffe des associations en préfecture ou sous-préfecture, nous, on ne tiendra compte que des éléments qui nous ont été transmis par la plateforme qui fait la requête auprès du greffe des associations. Donc, si vous n'avez pas mis à jour, nous, on tiendra compte des anciens statuts. Et si, par exemple, les anciens statuts ne sont pas en lien avec l'objet de votre demande financière, eh bien, on ne pourra pas vous financer. Exemple concret, je suis une association qui fait traditionnellement plutôt du social, mais par contre, je veux avoir une ouverture sur une démarche culturelle. Je l'ai mis dans mes nouveaux statuts. Je fais une demande financière plutôt sur cette nouvelle axe culturel, mais je n'ai pas mis à jour mes statuts auprès du greffe des associations. Et puis, ben, moi, je vais tenir compte que des anciens statuts qui ne parlaient que du social. Je ne vois pas apparaître le culturel, je ne peux pas vous financer. Les erreurs fréquentes, c'est ce qu'on vous dit, le siège social, le SIRET, le RIP qui sont à des adresses différentes, donc attention aux mises à jour. Le CERFA signé par un délégataire mais sans pouvoir. Des rubriques du CERFA qui sont non renseignées. Et ben, dans ces cas-là, ça ne marche pas. L'absence d'une pièce réglementaire. Le bilan d'activité, le compte de résultat ou tout au moins tous les aspects financiers qui n'ont pas été, enfin, dont on ne sait pas s'ils ont été ou non approuvés par l'Assemblée générale. C'est-à-dire que souvent, vous nous envoyez vos rapports d'activité, mais parce que c'est la pièce obligatoire qui vous est demandée, mais sauf qu'on vous demande approuvé. Je n'ai pas forcément un document qui me démontre que ce rapport d'activité a bien été présenté et validé par votre Assemblée générale. Donc du coup, nous, on vous invite plutôt aussi à nous joindre en pièce autre le PV de l'Assemblée générale. Ou alors, il faut que sur votre rapport d'activité, ce soit écrit « Document présenté en Assemblée générale le temps et validé ». Sinon, c'est pareil pour les comptes. Souvent, vous nous dites « Ah oui, mais en fait, pour certaines associations, le commissaire aux comptes, il n'a pas encore fait… » Mais commissaire aux comptes, ok, mais vous avez dû en Assemblée générale présenter quelque chose au niveau de vos bilans financiers. Alors, si votre commissaire aux comptes, il n'a pas encore mis en place les pièces, il faut quand même que vous puissiez présenter quelque chose au niveau financier. Donc, moi, c'est ce quelque chose que vous avez présenté en Assemblée générale et qui a été validé qui compte. Je peux donner un exemple, Cécile? Oui, vas-y, vas-y. Alors, moi, ce que je fais, je tiens sous format Excel un tableau donc de toutes mes actions, donc et des dépenses et les ressources liées à chaque action. Donc, avec ce document, ça me donne une idée de où j'en suis à la fin de l'année, que je présente en attendant d'avoir les comptes. Et ça, c'est important que vous le mettiez en place parce que effectivement, les commissaires en compte ne sont pas forcément dans le même timing que vous. Mais il faut pour autant que vous sachiez où vous en êtes au niveau des comptes. Il ne faut pas que vous attendiez que ce soit le commissaire aux comptes qui vous dise que vous êtes dans l'urgence, financière notamment. Donc, il faut bien faire attention à cette démarche-là. Et il faut bien que vous présentiez quelque chose à un moment donné à votre assemblée générale. Donc, il faut que vous ayez ce suivi comptable qui soit fait. On arrive du coup en fin de présentation. Est-ce que vous avez des questionnements particuliers par rapport à ce qui vous a été présenté?
Alors, je voulais juste rajouter une information. Alors, dans le cadre du Fonds de développement à la vie associative, surtout sur la partie formation, si vous êtes une association qui n'a pas l'effectif alors, de bénévoles pour un parcours de formation que vous souhaitez présenter, de ce que Madame Yuriti a l'habitude de nous dire, nous avons la possibilité donc de l'étendre donc à d'autres structures avec lesquelles nous sommes Mm. en partenariat ou en échange, de sorte que le maximum de bénévoles puissent bénéficier du parcours de formation. Voilà. Alors ça, c'est le fonds de développement formation des bénévoles, hein, c'est le 1 qui a été présenté hier soir. Mais effectivement, on a aussi un deuxième fonds, hein, qui est celui-là et qui vous permet d'avoir de la formation pour vos bénévoles. Et si jamais, vous n'aviez pas, parce qu'il y a des jauges nécessaires, des jauges qui ne sont pas suffisantes, on a mis en place aussi un catalogue de formation collective. Je veux revenir sur sur les projets innovants. En vous disant que ces projets innovants, il faut que ce soit vraiment des projets qui répondent à des besoins non couverts. C'est pas, «Tiens, la ville d'à côté, elle a mis en place un festival intéressant et puis je voudrais reproduire le même sur mon territoire, enfin sur ma commune, c'est un projet innovant». Non, quand on parle de projets innovants, il faut qu'ils aient vraiment un caractère territorial. Ça ne veut pas dire forcément toute la Martinique non plus, hein, mais il faut quand même qu'il y ait un certain rayonnement géographique. Il faut que ça réponde à un besoin non couvert sur le territoire. Donc, si ça existe déjà ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de renforcer l'existant plutôt que de vouloir à tout prix reproduire exactement à l'identique quelque chose qui ne marchera pas forcément sur le territoire. Par exemple, cette année, comme projet innovant, on a pu, accompagner, une nouvelle association qui a mis en place un projet autour de ramassage des mégots sur les plages et qui ont mis en place tout une approche, avec un produit qu'il est en train d'essayer d'accompagner, qui va du coup permettre aux plages d'être plus propres au niveau des mégots, d'avoir une démarche aussi auprès des gens qui fréquentent la plage avec des distributions de petits cendriers pour voilà, préserver l'environnement et éviter que les tortues elles aillent avaler des mégots qui les intoxiquent. On a aussi tout un travail autour, par exemple, d'associations pour mettre en place des actions autour du harcèlement et des violences en milieu scolaire. Voilà. Vous voyez que les projets innovants, c'est vraiment des projets qui ont un caractère large au niveau du territoire, qui ont une visibilité, qui ont un impact sur ce territoire assez important. On a aussi, par exemple, accompagné, la Ligue de Martinique, de tennis, qui voulait développer, l'urban tennis sur tout le territoire avec un programme d'action qui traverse différentes communes. Voilà, ça, c'est des projets à caractère innovant puisque c'est pas une pratique qui est très développée, mais qui peut permettre la pratique du sport d'une autre manière, de manière plus accessible. Et du coup, ça nous permet effectivement d'avoir un accompagnement par rapport à ça. On peut accompagner le développement d'une épicerie solidaire, par exemple. On a aussi mis en place des actions autour de l'accompagnement, autour de la, comment dire? Des EHPAD, voilà, je vais y arriver. Avec, enfin voilà, avec le fait que des clowns puissent aller dans les EHPAD. Voilà, on avait participé à l'époque aussi, au démarrage avec Clown Docté, avec les clowns qui sont allés dans les hôpitaux, auprès des enfants. Voilà, vous voyez que ce sont ce sont vraiment des actions qui ont un impact important. On a aussi accompagné la création de friches urbaines, enfin, tout au moins
de mise en place sur des friches urbaines d'aspects culturels, avec des collections culturelles dans des friches urbaines. Voilà, globalement, des actions aussi autour de l'environnement avec, l'accompagnement qui a été mis en place par une association autour de l'arrêt de l'utilisation, du, plastique, qui est une obligation, mais voilà, c'est pas forcément toujours, facilitant. Voilà, c'est vraiment différentes actions qui ont, vous voyez, un impact réel, social, sociétal, environnemental sur le territoire. Et il y a une action aussi que tu as accompagnée qui justement concernait aussi les associations, euh, puisque c'est arrivé hein, que Madame Muriti ait permis à des structures hein, qui ne se connaissaient pas, donc de pouvoir se rencontrer, de pouvoir matcher sur un projet commun par rapport à un territoire défini, et donc du coup de pouvoir travailler ensemble sur ce territoire et fusionner, si on peut dire ça comme ça, euh, les projets que chacun allait mettre en place de manière isolée. Et donc, ça a permis en tous les cas de créer ben, là, un partenariat et de pouvoir continuer à œuvrer sur le territoire où on est installé. Oui, tout à fait. Ça, l'objectif aussi, c'est de créer, puisqu'il y a, comme vous l'avez vu, hein, il y a des projets innovants dans le cadre de la réponse à un besoin non couvert, mais on a aussi l'accompagnement, le développement de la vie associative d'une manière globale. Et effectivement, une dynamique qui a été mise en place sur tout le territoire Nord-Martinique a été accompagnée au niveau de la vie associative pour justement avoir un travail de mutualisation, de concertation de ces associations et d'accompagnement. Voilà la présentation du FDVA 2. Donc, l'appel à projet, je vous dis, devrait sortir fin janvier, courant janvier tout au moins, plutôt vers la fin du mois. Mais vous pouvez commencer déjà à réfléchir à votre écriture. Je vous invite dès lors à vous ouvrir votre compte association si ce n'est pas déjà fait. Parce que il faut mieux le faire avant que trop tard et puis d'être pris par l'urgence. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a essayé d'être le plus clair possible. Et je vous invite, par rapport à ce que Mme Riti vient de dire, prenez l'habitude de rédiger vos projets. N'allez pas directement sur la plateforme parce que vous pouvez avoir des surprises. Donc, rédigez en amont le projet. Vous avez déjà le CERFA qui vous donne les cadres, le cadre et les éléments donc à présenter. Donc, rédigez-le. Et donc, du coup, vous allez gagner du temps en allant sur la plateforme. Et s'il y a une coupure, mais comme c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, ben, vous n'aurez pas une perte de vos informations et les larmes aux yeux. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, eh bien, on vous quitte et on vous remercie pour la participation à cette semaine des associations. On a eu des gens fidèles qu'on a retrouvés régulièrement sur différents webinaires. Merci pour votre suivi. Merci pour vos encouragements aussi autour de ce salon des associations, parce que si on a pu le mettre en place, donc c'est la Dragesse en partenariat avec la SDAIM, mais également avec, pour les temps présentiels, un accompagnement d'autres partenaires qui ont répondu présent, comme tous nos intervenants qu'on remercie, que ce soit en distanciel ou en présentiel sur les salons. Nos partenaires EPCI également qui se sont investis pour la mise en place des actions en présentiel. On a eu également des temps d'échange avec les élus pour aussi réfléchir avec eux sur les enjeux de la vie associative sur le territoire en commune et en communauté d'agglo. Donc, vous voyez que c'est une action globale. Vous êtes le maillon nécessaire de ce territoire pour son aspect social, sociétal, mais aussi pour son aspect économique. On n'a pas cessé de le marteler aussi tout au long de la semaine. Les associations sont riches d'êtres humains, mais elles sont riches aussi dans le rapport qu'elles donnent pour ce territoire. Donc, merci. Nous, on vous remercie, vous,
associations. On vous remercie, vous, bénévoles, puisqu'on a mis en place cette semaine des associations autour de la Journée internationale du bénévolat qui avait lieu le 5 décembre. Donc, merci pour vos encouragements, merci pour votre pratique de chaque jour sur ce territoire. Et on espère pouvoir continuer ce format sur d'autres années. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on ait encore plus de personnes si on a un autre salon qui se met en place. N'hésitez pas à faire connaître aussi, on aura des replays de l'ensemble des actions des webinaires. Donc, n'hésitez pas non plus à le faire savoir. Et l'objectif d'une ressource d'information, c'est qu'elle soit vivante, c'est qu'elle soit partagée. Ça ne sert à rien qu'elle soit au fond d'une plateforme à dormir. L'objectif, c'est qu'elle vive et qu'elle soit partagée à un maximum de personnes pour être connue. Et elle est surtout à votre service. Merci. Merci à vous, Sandra. Merci à vous, Cécile, merci. Voilà. Ben, tu as tout dit, donc merci Bonjour, en tous les Sandra. cas de bonjour. Enfin, je vois sans Sébastien, c'est qui? En tous les cas, merci d'avoir participé pleinement donc, à cette semaine. Et donc, ben, comme elle disait Cécile, c'est pour vous, c'est avec vous que nous pouvons continuer donc ces actions. Et donc, prenez vraiment possession de toutes ces informations pour justement garder votre dynamisme, garder vos activités pérennes sur le territoire et continuer donc à œuvrer mais auprès de nous ensemble, en mutualisation, en coopération, en collaboration. Et donc, et puis voilà, soutenir la population de par vos actions. Merci encore à tous. Merci. Merci et bon week-end. Merci Bon beaucoup. week-end. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.